Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo de la semaine. Aujourd'hui, pas mal d'actualités, parce que oui, c'est passé beaucoup de choses la semaine dernière. Et oui, on reprend aussi un rythme d'actualité normal pendant les prochains mois, jusqu'au moment où je repars en vacances pendant plus d'une semaine, ce qui n'arrive pas souvent, croyez-moi. Je ne me plains pas, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vous prévenir que maintenant le rythme sera normal. L'objectif, c'est de vous donner mon avis sur l'actualité, c'est pas de faire juste un listing bête et méchant, car j'ai envie qu'on en débatte. La semaine dernière, vous avez débattu dans les commentaires, on n'était pas d'accord, mais je lis. Je réponds parfois, et parfois je réponds sur d'autres formats, que ce soit sur les réseaux ou en vidéo YouTube aussi. Donc je vous incite à vous intéresser à toutes les actualités, mais il y aura quand même dans la description et dans le commentaire épinglé la liste des actualités avec un timecode. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de soutien de la chaîne, mais c'est aussi un service utile. Vous le savez, nous avons l'un des pires catalogues streaming au monde, et juste en changeant de pays, vous allez doubler votre catalogue, et en plus de ça, vous pouvez trouver sur Google, vous tapez le nom d'un film et où regarder, et il y a plein de sites qui vous disent dans quel pays trouver le film que vous voulez. Vous utilisez ensuite le VPN au Canada, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Italie, en Belgique, en Suisse, peu importe, où vous voulez, pour avoir la VSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez évidemment Godzilla Minus One en version noir et blanc, que j'ai envie de revoir pour le coup, mais aussi l'excellente série trop sous-cotée Scavengers Reign. Sur Apple TV+, vous avez Napoléon version longue, qui rajoute presque 1 heure au film. Sur Disney, vous avez déjà La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume, Immaculé et même Kinds of Kindness que beaucoup de personnes ont loupé en salle. Et sur Max, c'est la fête, et n'oubliez pas que Max est inclus dans votre abonnement Canal, car vous avez Le Garçon et le Héron, vous avez déjà Furiosa, vous avez dès la semaine prochaine Civil War, vous avez Dune 2 en 4K, et pour ceux que ça intéresse, vous avez aussi Horizon tout récemment sorti. Vous serez en bien plus grande sécurité qu'un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. En quelques clics, tout le monde peut le faire. En plus de ça, vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description en commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On commence avec une petite actualité tout de même. Nicolas Winding Refn a bien confirmé que le tournage de son prochain film se fera bientôt, au Japon cette fois-ci, et il a précisé qu'il y aura beaucoup de sexe, de violence et de paillettes. Un film de Nicolas Winding Refn entre autres. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait un film, il a fait plusieurs séries entre temps. Je suis curieux de savoir ce que ça va donner. The Bride, le film sur la femme du monstre de Frankenstein avec Jessie Buckley, Christian Bale, etc., sortira donc l'année prochaine normalement, en octobre aux États-Unis en tout cas, on verra pour nous en France. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est confirmé que ça sera une comédie musicale. Donc maintenant que vous le savez, lorsque la bande-annonce sortira dans quelques mois, pensez-y, parce que la bande-annonce risque de vous mentir sur le fait que c'est une comédie musicale. Et je suis très curieux de cette mode à chaque fois sur le mensonge de la comédie musicale. Donc gardez bien ça en tête. Et oui, vous savez que j'aime bien les comédies musicales, donc moi, je suis chaud. James McAvoy, pour son rôle dans le film Ne dis rien ou Speak No Evil qui sort la semaine prochaine officiellement en France, s'est inspiré de Andrew Tate. Et en ayant vu le film original, je comprends vraiment pourquoi. Je parlerai, je pense, clairement du remake. Je vous précise encore une fois que ça ne m'intéresse pas du tout de voir ce film. L'original est sorti il y a quoi, 2 ans et il est très bien. Surtout quand tu regardes la bande-annonce qui spoil littéralement le film, ce qui est assez triste aussi. Mais c'est tout à fait normal de s'inspirer de quelqu'un qui a une toxicité masculine très forte et en même temps accusé de trafic d'humains et de proxénétisme et plein d'autres problèmes. J'ai du mal à comprendre pourquoi des gens arrivent à apprécier ce personnage qui est tout simplement un criminel. Je pense que c'est surtout des jeunes garçons un peu perdus dans leur vie plus qu'autre chose, mais peu importe, ne l'écoutez jamais. C'est un véritable monstre. Jenna Ortega a dit qu'elle veut que les femmes aient le droit à des franchises et pas qu'elles remplacent des franchises déjà existantes. Elle a pris l'exemple de James Bond, elle a dit qu'il ne faut pas un James Bond féminin, il nous faut une femme qui devienne James Bond. Il parlait en termes de franchise. En vrai, elle a raison. C'est ce qu'on dit tous depuis des années, mais là, il y a un véritable problème. Le problème, c'est que les nouvelles franchises à Hollywood ne marchent pas, elles ne prennent pas, que ce soit par les hommes qui vont en majorité ne pas voir des films avec des femmes. Ça, il y a beaucoup d'études qui ont été faites et beaucoup d'hommes ne sont pas intéressés par des films où les personnages principaux sont des femmes. Et ensuite, le fait que les femmes non plus, en fait, ne sont pas intéressées par certains cinémas, si ce n'est pas une grande licence, donc ça concerne tout le monde. On a eu des tentatives d'avoir des James Bond en mode Atomic Blonde, par exemple.
ça n'a pas pris. Et il y a des tentatives régulièrement. Mais tu vois, là où Nobody a une suite, des films comme Atomic Blonde n'ont jamais de suite. Donc c'est un vrai problème systémique où les films avec des femmes marchent beaucoup moins bien. Et c'est pas la qualité qui manque, parce qu'il y en a des bons films avec des femmes. Il y a aussi des bons films avec des hommes qui floppent, hein, je dis pas. Mais je suis d'accord avec elle qu'il faut pousser la réflexion en mode, ok, on veut faire un film féminin et avoir une sorte de James Bond féminin sans remplacer James Bond en théorie. Mais à certains moments, le fait d'avoir une licence et la transformer en féminine peut aider aussi. On va le voir peut-être avec Ballerina, le spin-off de John Wick l'année prochaine. Certes, c'est un spin-off, mais ça pourrait lancer une franchise féminine. C'est compliqué, ces histoires. Je suis d'accord avec elle, mais d'un certain point de vue, il faut aussi comprendre qu'avoir une licence masculine et la féminiser un petit peu peut aider. C'est toujours un débat compliqué, juste économiquement, déjà. Il y a eu un petit teaser pour Wolfman. Wolfman, moi, c'est une saga de films que j'aime bien. Je les ai pas tous vus et c'est un peu des films séparés, évidemment, à chaque fois. Et c'est vrai que je suis très curieux de cette version-là. Bien différente, certes, mais ça attise ma curiosité. Et le petit teaser pour un film qui, normalement, sortira en janvier, a l'air intéressant. Il y a aussi eu la bande-annonce d'Uzumaki, qui est évidemment adapté du manga mondialement célèbre, tellement célèbre que même moi, qui suis pas du tout les mangas, je le connais, je connais l'imagerie, je connais Junji Ito alors que j'ai jamais lu de manga ou rien vu de lui. La version animée de ça sortira le 28 septembre sur Adult Swim aux États-Unis. En France, je sais pas. Est-ce que ça sera sur Adult Swim chez nous aussi, donc sur Max? On n'en sait rien. Est-ce qu'il y a des droits de diffusion pour l'instant en France? Je n'en sais rien non plus, mais l'animé sera disponible dès le 28 septembre. Et je pense que je regarderai parce que c'est en 4 épisodes, c'est adapté de son œuvre la plus connue. En tout cas, c'est ce que moi je sais de lui et de cette œuvre. Donc en réalité, ça m'intéresse. Ocean's 14 est donc officiel. Et oui, George Clooney et Brad Pitt seront de retour dans le film. Peut-être aussi le reste du casting, on verra bien. Mais Soderbergh ne sera pas de retour. Et alors là, pour moi, c'est un petit peu compliqué. Parce que même si les acteurs aidaient vraiment dans le film, pour moi, ce qui marche dans le film, c'est surtout la mise en scène de Soderbergh. Et sans lui, même s'il est remplacé par un bon réalisateur, j'ai un peu du mal à voir cette franchise. C'est un peu son bébé. Donc très content de voir une suite de cette saga parce que je pense que ça peut être intéressant. Mais sans lui, honnêtement, c'est un peu dommage. Michael Keaton aimerait bien garder son nom, son vrai nom, mais il ne peut pas en tant qu'acteur parce que son vrai nom, c'est Michael Douglas. Donc forcément, quand tu t'appelles Michael Douglas et que Michael Douglas est déjà un nom qui existe, tu ne peux pas avoir le même nom. Parce que pour ceux qui ne savent pas, dans le syndicat des acteurs, SAG-AFTRA, tu ne peux garder qu'un seul nom. C'est pour ça que beaucoup d'acteurs changent leur nom. C'est-à-dire que si quelqu'un a déjà ton nom, donc là, Michael Douglas, tu ne peux pas avoir ton nom officiel d'acteur Michael Douglas. Du coup, il a dû choisir un autre nom. Et il a choisi Michael Keaton, mais là, il aimerait bien être appelé Michael Douglas Keaton parce que c'est son vrai nom. Je comprends la confusion, je comprends pourquoi ce choix est fait par le syndicat, je comprends aussi la volonté des acteurs de vouloir avoir leur propre identité montrée à l'écran, parce que Keaton, ça veut rien dire pour lui, au final. C'est pas son vrai nom. Et en vrai, c'est bizarre, c'est son nom de théâtre, disons, son nom de cinéma. Donc là, tu vois, il a un âge où il se dit aussi, bah oui, j'aimerais bien être connu pour mon vrai nom, ma vraie personne. Et en réalité, il devrait aussi. C'est comme Emma Stone qui veut se faire appeler Emily. J'en parle régulièrement ces dernières semaines, mais Joaquin Phoenix a quitté le tournage d'un film que beaucoup de gens voulaient, dont lui. Oui, il voulait le faire, le film à la base. On lui a posé la question lors du Festival de Venise. Il n'a pas voulu répondre, ce qui pour moi signifie une seule chose. Une procédure judiciaire est en cours. Il va sûrement aller au tribunal s'il n'arrive pas à gérer ça avant. Et en plus de ça, il a quitté la standing ovation de Joker 2. Alors, je suis très conscient que les standing ovations dans les festivals, c'est ridicule. Ils ont applaudi Joker 2 pendant 11 minutes. Oui, c'est ridicule, on est d'accord, mais le fait de partir, c'est considéré comme malpoli, irrespectueux, et lui est parti. En général, si tu veux partir, tu demandes à la foule d'arrêter la standing ovation, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait normal, ça se fait aussi, mais vu qu'il y avait d'autres acteurs et tout, il est juste parti. Il est parti, je crois, au bout de 4 minutes sur les 11, je sais pas si 5 minutes de plus auraient gâché ta vie. Enfin bref, c'est étrange en ce moment, il est dans un mood un peu particulier, bref, on en parle de Joker 2 juste après. Mais si on parle de Venise, la plus grosse récompense de Venise, le Lion d'Or, a été donné à Pedro Almodovar pour son nouveau film, donc forcément ça donne envie de le voir. Mais le film qui fait beaucoup parler de lui, c'est The Brutalist de Brady Corbett, une grande œuvre de 3h30 sur l'Amérique, ça peut être très intéressant, j'ai hâte de voir ces deux films. Kelly Richard prépare son prochain film, et c'est vrai que je vous en parle parce que moi j'ai pas vu assez de films de Kelly Richard, je dois vraiment m'y mettre, j'espère me motiver avec la sortie de son prochain. Et une actualité assez intéressante, c'est que Inoxtag va donc sortir son film de documentaire, on verra si c'est un documentaire ou une vidéo YouTube. J'en parlerai car j'irai voir le film en salle et j'irai faire une vidéo aussi dessus. Elle sortira normalement ce samedi matin, la vidéo. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai noté, parce que j'étais assez curieux, je me suis dit, vas-y, vers 19h, je vais me connecter, je vais prendre une place et puis basta. Les serveurs, en tout cas UGC et de quasiment tous les cinémas de France ont planté. De 17h30 à l'ouverture de la billetterie à genre... moi j'ai pris mes billets vers 21h je crois. Le site ne marchait pas. UGC ne marchait pas. Il a fait planter tous les cinémas de France. Ça s'est vendu plus rapidement
que genre les plus gros films de l'année. Je n'ai jamais vu ça. C'est extrêmement impressionnant. Moi, le film me fait un petit peu peur, j'en parlerai dans ma vidéo critique dessus, mais lorsque moi j'ai pris mes places, il restait 3 places dans une salle de 400 personnes, si je dis pas de bêtises. Ça s'est vendu comme pas possible et c'est complet dans tellement d'endroits que beaucoup de cinémas veulent faire une deuxième séance. C'est ahurissant. C'est bien, tant mieux, ça nourrit les cinémas, les gens vont en salle et ils sont motivés pour ça. Très bien, je suis hyper content. Pour les salles, c'est top. On verra ce que vaut le film, mais c'est impressionnant. Qu'on aime ou pas ce projet-là, parce que moi j'ai des vraies critiques à faire sur le projet, c'est impressionnant ce qu'il a réussi à faire. Donc je suis très curieux, je suis content pour les cinémas qui vont remplir une grosse journée avec plein d'argent, plein de popcorn, plein de conneries. Top. Et s'il faut compter sur des youtubeurs pour sauver les cinémas, bah de une c'est un peu triste, mais d'un autre côté, bah tant mieux, peut-être, j'ai envie de vous dire. Un point box-office sur plein de films, Twisters a dépassé les 365 millions au box-office international, ce qui est pas génial vu le budget de 150 millions, mais c'est pas non plus un flop. À voir comment il va se distribuer par la suite sur les plateformes. Ça reste le blockbuster de l'été d'après moi. Alien Romulus a dépassé les 315 millions, énorme succès pour un budget de 80 millions, très bonne chose. Pareil pour It Ends With Us qui a dépassé les 310 millions aussi. Encore plus impressionnant car le budget était de 25 millions. Je l'ai toujours pas vu et ça m'intéresse pas, honnêtement. Moi, Moche et Méchant a dépassé les 930 millions au box-office international pour un budget de 100 millions. Rappelez-vous, hein, ces films-là, ils coûtent 2 fois moins cher qu'un Disney Pixar et ils rapportent pas toujours autant, parce que cette année c'était assez costaud Disney Pixar, mais presque 1 milliard pour le 4e film de la franchise, c'est pas mal. Au cinéma en France, c'est le Comte de Monte Cristo qui a dépassé les 7,7 millions d'entrées. Cette fois-ci, c'est un énorme succès pour un budget de 43 millions. À la base, il visait entre 4 et 6 millions pour rentabiliser le budget, mais 7,7 millions, c'est un énorme succès. Donc on va se rebouffer des gros films comme ça, c'est clair. Vous savez ce que moi j'en ai pensé. J'ai pas trouvé ça incroyable, mais je comprends pourquoi les gens aiment. Beetlejuice 2 a déjà très bien démarré avec 145 millions au box-office international alors que le film n'est pas sorti dans le monde entier. C'est pas mal, c'est l'un des plus grands succès pour un premier week-end d'un film d'horreur de l'histoire du cinéma, juste un peu derrière ça, donc normalement le film va très bien marcher. Ce qui est pas mal du tout pour un budget de 100 millions. Et pour ceux qui se posent la question, la série qui a le mieux marché de l'été, ce n'est pas The Boys ou House of the Dragon, c'est bel et bien Bridgerton qui a tout explosé cet été. Pas surprenant vu que c'est sur Netflix et c'est une série très populaire. Moi le plus surprenant c'est The Boys qui arrive juste devant House of the Dragon. Ça m'a pas mal étonné. Il y a sûrement un lien avec la politique américaine et tout, mais ça m'a étonné quand même. Quelques actualités de Disney concernant Alien Earth qui a diffusé son tout premier teaser, tout petit teaser de 10 secondes, j'en avais déjà un petit peu parlé lorsqu'il avait leaké. Moi ce qui me fait un peu flipper c'est le synopsis parce que ça se passe donc 1 an avant Prometheus. Apparemment la saga ne va pas prendre en compte Prometheus, ce qui me fait un peu flipper. Et le synopsis c'est l'histoire de chercheurs, soldats, PDG, aventuriers qui vont tomber sur un vaisseau qui contiendra quelque chose d'étrange. Est-ce que le vaisseau est sur Terre ou pas? On n'en sait rien. Je suis un peu surpris parce que je pensais pas que ça allait être une série sur les origines du xénomorphe, parce qu'apparemment c'est ça, mais je pensais que ça allait plutôt être une série sur la Weyland Yutani, et plutôt une série genre d'entreprise, de conspiration, tout ça, mais apparemment non, c'est encore peut-être une sorte de redite d'Alien, donc ça m'inquiète un petit peu, honnêtement. On verra bien, ça sortira en 2025, au premier semestre 2025, je pense qu'on en parlera en détail, mais c'est un petit peu inquiétant je trouve. Only Murders in the Building a été renouvelé pour une 5e saison. Pas mon délire, j'ai regardé la première saison, mais je suis pas allé au-delà, c'est pas une série que moi j'adore, mais je comprends. Je suis content pour les gens qui voulaient voir une 5e saison, tant mieux parce qu'il y a de la qualité visiblement, donc les gens doivent être clairement satisfaits. J'ai vu la bande-annonce de Night Beach avec Amy Adams et ça a l'air bien barré, bien bizarre. L'ambiance est bien plus comique que ce que je pensais. J'espère juste qu'Amy Adams n'a pas abandonné l'idée de jouer dans un film qui va lui donner son Oscar parce qu'elle a été nommée quoi, 6 fois déjà. Moi c'est une actrice que j'aime beaucoup. Night Beach n'a pas l'air d'être ce film à Oscar et c'est pas grave, mais est-ce que le film sera bien? Ça c'est un autre débat, mais j'aimerais bien qu'il soit bien. Mais la bande-annonce honnêtement m'a pas donné envie. Knives Out 3 aura visiblement un budget de 210 millions de dollars. Alors rappelez-vous de plusieurs choses. Premièrement, le premier film a coûté 30 ou 40 millions, le deuxième film pareil, aux alentours de 40. Netflix avait racheté la licence Knives Out à Rian Johnson pour 450 millions en incluant les coûts de production. Le deuxième a coûté 40, là ça coûte 210, donc on sait très bien, et on le savait déjà à l'époque, que Rian Johnson allait toucher 100 millions, que Daniel Craig allait toucher 100 millions. Donc là, 210 millions, les maths sont correctes, ça fonctionne, mais 210 millions pour un film Knives Out 3, à couteau tiré, ce n'est pas normal. Dans la catégorie box-office, il n'y a aucun film que j'ai cité qui coûte plus cher. On parle ici d'un whodunit huis clos en général. Tout est allé dans le salaire des acteurs, c'est évident. Tant mieux pour eux, ils se rincent, ils ont raison. Il fallait dépenser les 450 millions, j'imagine. Pour 210 millions, j'espère en prendre plein la gueule. Apparemment, David Fincher bosse sur un western pour Netflix. En plus de bosser sur le remake américain de Squid Game, là, il bosse sur un western. C'est Adam Ross qui l'a très bien dit sur Twitter. Il avait dit que, en gros, signer chez Netflix, c'est comme signer à 27 ans en tant que footballeur en Arabie Saoudite. Et il a 100% raison. C'est exactement la même connerie. Moi, j'aime bien les films qu'a fait David Fincher chez
chez Netflix. C'est pas au niveau de sa carrière cinéma, mais quitte Netflix. Retourne au cinéma, Fincher. Qu'est-ce que tu fais, franchement? Maintenant, les réals qui se respectent, ils sont plus en streaming. C'est fini. Ce moment-là, dans l'histoire du cinéma, est passé. Évidemment, la nouvelle bande-annonce d'Arcane est incroyable, géniale, ça donne grave envie. Toujours pas de date. Il y a juste marqué novembre, mais pas de date. J'espère juste qu'ils vont garder leur format de diffusion. Vous savez, 3 épisodes par semaine pendant 3 semaines, ça c'était top. Ça serait incroyable et pour une fin de série, je pense que ça va être mortel. Netflix a censuré un épisode de Mad Men. Au lieu de censurer la séquence en entier, ils ont censuré l'épisode en entier. Alors, concernant Mad Men, c'est l'épisode Blackface. Je n'ai pas encore vu Mad Men, je sais, série file en carton. Mais j'imagine que comme toutes les séries où il y a un blackface, rappelez-vous, ils avaient aussi censuré Community où il y avait un blackface et ils l'ont remis après. Parce qu'en fait, tout simplement, dans les séries où il y a des blackface, le blackface est montré pour être critiqué. Normalement, quand la personne fait le blackface en question, t'es pas censé être de son côté. Donc s'il y a un moment, on peut plus montrer de la violence, que ce soit de la violence raciale, la violence sexuelle, la violence brute, disons, du racisme ou autre, juste parce que c'est pas bien de le faire, le cinéma est foutu. L'art est foutu. Donc l'épisode est censuré sur Netflix. Peut-être, lorsque je diffuse cette vidéo, il sera de retour. Peut-être qu'il faudra attendre plusieurs semaines, mais l'épisode n'est pas dispo. Donc vous ratez apparemment l'un des meilleurs épisodes, d'ailleurs, de la série, c'est ce que les gens ont dit, à cause de la censure bête et méchante. Sur Community, ils avaient changé d'avis, donc on verra bien, mais ce n'est pas normal de censurer un blackface. Surtout dans une série, encore une fois, je ne l'ai pas vu, mais je suis prêt à me mettre ma main à couper, que l'objectif de cet épisode-là, c'est de critiquer le blackface. J'ai juste regardé la scène, et clairement la scène, encore une fois, sans aucun contexte parce que j'ai pas vu la série, la scène, on comprend que le personnage principal est gêné parce qu'il voit. Donc ça raconte beaucoup de choses. Et je sais même pas qui sont ces personnages pour vous dire. Bref, c'est honteux, ce n'est pas normal et c'est tout simplement catastrophique. Les plateformes de streaming censurent des choses qui ne devraient jamais être censurées. Ils ont supprimé un épisode en entier. Rendez-vous compte de ça. Si vous êtes gêné par un épisode, mettez un disclaimer, un trigger warning, un truc. Mais bon, ça va pas plaire à tout le monde. On en parle après de ça d'ailleurs. Et la bande-annonce des loups-garous par contre a été diffusée et c'est affreux, c'est horrible, c'est la pire chose que j'ai vue de ma vie. Jumanji en France, ça a l'air catastrophique, ça donne pas du tout envie. Et croyez-moi qu'on n'a pas fini de parler de Jumanji. Parce que oui, la bande-annonce de Minecraft ou le teaser a enfin été montré. Et le pire, c'est que moi, j'y croyais un petit peu. Vous savez, moi, je me suis dit, ok, ils ont pris des vrais techniciens qui ont l'expérience, des vrais artistes pour bosser dessus. Ils vont investir dans ce film qui va faire, d'après moi, je vous le dis tout de suite, 1,2 milliard minimum. Ça serait un énorme carton. Mais alors, j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu le teaser, c'est pas possible. Pourquoi ils ont fait ça? Alors, le délire Jumanji, en théorie, me dérange pas, mais juste les visuels. Moi, je suis resté coincé sur ça. Entre le film full fond vert, entre les animaux, paralysie du sommeil, cubique, horrible, carré. Vous vous rappelez du mème de la vache? Vous vous rappelez de ça? C'est ça. C'est terrifiant. Moi, ça me fait flipper, ça. C'est pas du tout mignon. Pourquoi ils n'ont pas fait un film d'animation comme était prévu à la base? Il y a 10 ans, rappelez-vous, il y a 10 ans, un film d'animation Minecraft a été commandé, annulé pour faire ça. C'est pas normal. Ça a l'air dégueu. Et tu vois même Jack Black en Steve, il a juste mis un polo bleu, mais rien ne va. Les effets spéciaux, le soleil dans tous les sens. Et forcément, sur les réseaux, il y a eu du racisme par rapport à la femme, la seule femme noire du casting, qui, pour rappel, est la seule du casting nommée à un Oscar, mais des gens étaient choqués qu'une femme noire est apparemment en surpoids dans Minecraft, alors que c'est genre la plus talentueuse de tout le casting, c'est fou quand même. Moi, je vois Jason Momoa comme ça, je me dis c'est pas possible. Bref, ça a l'air affreux. Immonde visuellement, les gens vont dire non mais c'est pour les enfants, je sais pas quoi. Les enfants méritent de la qualité. S'il y a quelqu'un qui mérite de la qualité, ce sont les enfants. Donc arrêtez avec cet argument à la con s'il vous plaît. Je vais pas vous mentir, je trouve ça badant. Ça a vraiment l'air catastrophique. Ensuite, ce qui se passe en ce moment, c'est que dans Beetlejuice 2, c'est pas un spoiler, mais en gros, Jenna Ortega se déguise pour Halloween en Marie Curie. Et en VO, elle dit que Marie Curie était française. Ce qui est vrai. En version polonaise, dans le doublage polonais, ils disent que Marie Curie était polonaise. Ce qui est vrai aussi. Et il y a une sorte de guerre qui s'est créée sur les réseaux entre les gens qui sont énervés par rapport à Hollywood, qui ont dit qu'elle est française. Mais c'est vrai qu'elle était française. Mais elle était polonaise aussi. Elle était les deux. Ça s'appelle des nationalités. Oui, elle était d'origine ethnique, polonaise, slave, ce que vous voulez, mais elle était aussi française. Elle a fait toute sa vie en France. Elle n'a pas pu faire ses études en Pologne, si je dis pas de bêtises, si ma mémoire et mes cours d'histoire sont encore un petit peu bons. Elle n'a pas pu faire carrière en Pologne. Elle a fait carrière en France, s'est mariée à un Français, avait la nationalité française, elle était française aussi. C'est ça qui est beau en Europe, tu peux avoir plusieurs nationalités, et dans le monde entier d'ailleurs, c'est ça qui est beau. Donc qu'elle soit polonaise, ok, qu'elle soit française, ok aussi, c'est pas faux, les deux sont vrais. Que tu dises l'un ou l'autre, c'est vrai, parce que les deux sont vrais, et elle s'identifiait comme les deux apparemment. Donc c'est pas choquant, c'est plus choquant si vous dites De Vinci et français. Là, c'est un peu moins vrai. C'est pas exactement la même chose. Ça s'est pas passé de la même manière. Mais du coup, cette histoire-là crée une sorte de petit incident. Et en réalité, c'est un non-débat. Parce qu'elle était et française et polonaise. C'est ça qui est beau. Et c'est ça s'arrête là, en fait. Que les Polonais décident de dire qu'elle est polonaise, ok. Quand en VO, ils disent qu'elle est française,
c'est ok aussi. Ian McKellen et Orlando Bloom ont été contactés pour rejouer dans Le Seigneur des Anneaux, vous savez, le film Gollum qui va bientôt commencer son tournage. Est-ce qu'on a besoin d'eux? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils sont beaucoup plus jeunes dans le film qu'ils veulent faire? Oui. Est-ce que ça me dérangerait de revoir les acteurs, même plus vieux, dans un film qui se passe avant? Non, c'est du cinéma, je m'en fous. Et ils avaient dit, genre surtout Orlando Bloom, ouais, au pire, utilise de l'IA pour me rajeunir. Non, on s'en fout. Joue-toi vieux, c'est pas grave. Si tu veux rejouer dedans, je dis pas qu'il faut les faire revenir. Moi, je pense sincèrement que s'ils les font revenir, les personnages, il faut recaster. C'est mon avis. Par contre, s'ils veulent bosser avec les acteurs et refaire venir les acteurs, mettez du maquillage. Pas besoin de faire de l'IA, des effets spéciaux qui coûtent une blinde, des deepfakes. Faites-les revenir. Ils sont un peu plus vieux. C'est pas grave. Il y a que les enfants qui sont choqués par ça, quoi. C'est pas choquant. Tu l'acceptes. C'est la logique interne du film et puis basta. Moi, les trois options me vont. Que les personnages soient pas là, que les acteurs ne soient pas là ou que les personnages soient recastés. Honnêtement, ça ne change rien. Si le film est bon, le film est bon. Matt Smith en a marre des trigger warnings dans les séries et les films et je suis d'accord avec lui. Moi, je l'ai toujours dit, les trigger warnings, c'est très bien, mais ils gâchent les expériences. C'est-à-dire que lorsque tu regardes, surtout sur une série télé, lorsqu'un épisode un peu important va apparaître, t'auras un trigger warning. Attention, cet épisode contient un suicide, contient des agressions sexuelles, un viol et tout. Ça te spoil l'épisode de une et ça te gâche forcément la surprise. Pour moi, et je l'ai toujours dit et je le dirai toute ma vie, il faut que ces trigger warnings soient optionnels. Tu vas dans tes paramètres de toutes les applications de streaming et tu puisses enlever trigger warning. Au cinéma, pareil. Pour l'instant, il n'y en a pas, et tant mieux, mais il y en a sur le site. Et c'est un bon endroit pour avoir ça. Parce que si moi, je veux pas savoir le trigger warning et je veux pas être spoilé par l'œuvre, eh bien, je le lis pas. Mais sur les plateformes, c'est indiqué avant. Donc, tu es obligé de lire. C'est genre avant le début de ton épisode. Il y a même parfois des liens, des ressources et tout. Ça gâche l'épisode. Il y a des gens qui ont des vrais triggers et ces avertissements sont nécessaires. Je suis bien d'accord. Mais laissez-les en option. Ceux qui veulent les garder, les gardent. Top. Ceux qui en veulent pas, en veulent pas. Avec les applications de streaming, tu devrais pouvoir donner cette option. Ça devrait être simple à faire. Au cinéma, sur les sites internet et tout, c'est bien d'en mettre aussi. Moi, je suis d'accord que c'est bien d'en mettre. Mais gardez ça optionnel, quoi. Pas avant les œuvres. Parce que oui, en effet, je suis d'accord, ça te gâche les œuvres. Combien de séries vous avez regardées dans votre vie qui commencent par « Attention, il y a un suicide ici ». Tu lui dis « Mais c'est pas possible ». Pourquoi tu me dis ça? Ah, attention, il y a un viol ici. J'aurais bien aimé être surpris quand même, quoi. Pour revenir sur Joker, Joker a 59% sur Rotten Tomatoes. 59%, c'est-à-dire que 59% des gens, des critiques professionnels, ont donné au moins 6 sur 10. À 60%, le film est considéré comme fresh, ou en tout cas pas rotten. Et là, c'est 59%, donc le film est considéré comme rotten. Donc, c'est-à-dire que 59% des gens uniquement l'ont noté 6 sur 10. Et moi, je vais vous dire un truc. Il y a des gens qui ont été énervés par rapport à ça, mais croyez-moi que vous avez plus de chances d'adorer un film qui a 59% que 98. Un film qui a 98, il est beaucoup trop consensuel, il divise beaucoup trop peu et il n'a pas forcément de parti pris. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, loin de là, mais vous savez que vous allez aimer ou apprécier ou adorer. Vous pouvez détester aussi, mais là 59, c'est la meilleure promo que j'ai vue pour le film, qui est une comédie musicale, qui apparemment a des passages en animation et tout. Moi, ça veut dire que le film là a un parti pris intéressant. Est-ce que je vais aimer ou pas? On verra dans 2-3 semaines, mais au moins il y a un parti pris. Et ça, c'est bien. Et je vous jure, vous avez plus tendance à adorer des films qui divisent, et ça j'en parle d'expérience avec vous, quand je vois vos films préférés ou autres, c'est pas des films toujours très consensuels, c'est des films qui divisent. Parce que oui, lorsqu'un film divise, vous avez plus de chances d'être d'un côté ou de l'autre de la barrière et d'adorer. Et pour finir avec Max, George R. R. Martin a critiqué House of the Dragon, donc le créateur qui est aussi producteur exécutif de la série, tout de même, donc il profite de l'argent, et il a raison, hein. Mais c'est bizarre quand même qu'il n'ait pas été plus impliqué du coup, parce qu'apparemment il ne voulait pas être plus impliqué dans la série. Les gens ont toujours voulu qu'il bosse le plus proche possible des scénaristes de House of the Dragon. Il a beaucoup critiqué House of the Dragon, surtout sur l'épisode 1, je crois, concernant Blood and Cheese. Je vais pas vous spoiler ce qu'il a dit, vous inquiétez pas. Il a beaucoup critiqué, il a même spoilé la saison 3 et 4, ce qui forcément a énervé HBO, tellement que HBO a répondu. Martin a supprimé son poste. Encore disponible évidemment, c'est Internet n'oublie jamais. Que vous aimiez la saison 2 de House of the Dragon ou pas, moi je l'ai aimé. Vous le savez, vous avez vu mes vidéos. Mais que vous aimiez ou pas, c'est quand même la honte que le créateur de la série de livres te défonce en public et condamne déjà tes prochaines séries, tellement que HBO ont dû répondre. Normalement, HBO ne répond pas à ça, mais c'est leur gagne-pain aussi. Sans Martin et HBO, en termes de fantasy, ils sont personne. Ils ont besoin de lui. Mais lui, il veut pas s'impliquer et lui critique. Il a très bien fait de supprimer parce que je trouve que c'est mal poli, surtout que t'es producteur sur l'œuvre. Et on t'a proposé de bosser dessus bien plus que prévu. En plus, HBO ont bien dit que voilà, regarde ce qu'on va faire pour la suite. Il a pas donné son avis à temps. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? D'ailleurs, il a un peu pris la grosse tête parce que récemment, il a dit que aucune adaptation qui change les choses ne fait de bons changements. Et ça, c'est juste faux. Ça, il a tort, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo si vous voulez. Mais oui, c'est une situation, soyons d'accord, assez honteuse. Faire ça en public, c'est un peu crade. Et je pense qu'il a supprimé parce qu'il a regretté. Je pense pas qu'il y ait eu des avocats ou quoi, mais sois sérieux, t'es producteur de la série et t'écris ça,
c'est la honte. Le groupe Heaven 17 de synthé-pop a refusé de donner l'une de leurs musiques pour GTA 6 et en vrai je les comprends. Ils ont dit allez vous faire foutre. Pourquoi? Car ils l'ont proposé 7500 $ sans aucun droit d'auteur pour diffuser leur musique dans GTA 6. C'est un groupe qui a quasiment rien fait depuis 25 ans. Ils ont quasiment aucun auditeur sur Spotify, ils ont moins de 1000. Bref, c'est plus un groupe d'actualité, ça n'a jamais visiblement été un gros groupe. Mais ils ont refusé les 7500 $ et beaucoup de gens ont dit c'est complètement stupide, t'aurais gagné et de l'argent et t'aurais gagné en visibilité. Je suis pas d'accord avec ça pour plus de raisons. Premièrement, il y a une question de principe. En gros, l'auteur a dit je refuse les 7500 $ parce que le GTA 5 a fait gagner à la boîte 8,6 milliards. Et il a raison. Tu sais qu'un jeu comme ça va rapporter des milliards et toi, 7500, c'est que dalle. Question de principe de une. Autre question de principe, normalement dans le monde de la musique, tu as des droits d'auteur. C'est comme ça que les artistes gagnent leur vie. Là, avoir rien en droit d'auteur, c'est la honte aussi. Ensuite, tu sais pas comment ta chanson sera utilisée. Parce qu'en général, les studios, que ce soit cinéma, série, jeux vidéo, ne te disent pas. Ils te disent on veut ta chanson et tu dis oui ou non. Donc ça aurait pu être une chanson de merde, de troll, c'était pas forcément dans la radio et ça n'aurait pas forcément donné de la visibilité. Parce que tous les gens disent putain mec, t'as pas fait de la musique depuis des années, on te propose 7500 $, de la visibilité, tu dis non. Mais justement, si le mec a pas fait de la musique depuis des années, il en a rien à foutre de la visibilité. Il a plus rien à vendre, c'est fini, il s'en fout. Il a fait son deuil de ça, il est passé à autre chose en 25 ans. Et te faire payer que ça, sans droit d'auteur, juste avec de la visibilité que t'auras peut-être même pas, je trouve ça légitime de refuser. Accepter aurait été ok aussi, mais refuser ça, c'est tout à fait normal aussi. Et les gens qui le critiquent, vous n'avez, je pense pas du tout, le principe de l'artiste, comment éviter de se faire baiser en tant qu'artiste, parce que les artistes, surtout les musiciens, se font, je dis les choses, baiser régulièrement, et vous n'avez pas son point de vue. Vous pensez juste à l'argent, la visibilité, mais du moment que vous êtes payé en visibilité, vous êtes un clochard, quoi. Vous vous faites avoir. La visibilité ne paye pas le loyer. Je vous l'avais dit la semaine dernière, mais Concorde est un énorme échec, tellement que Sony l'a fermé. Ils ont fermé les serveurs de Concorde, c'est plus possible de jouer à Concorde, c'est fini. Tous les gens ont été remboursés. C'est triste parce que 8 ans de développement, des centaines de millions en prix de développement, un budget colossal, énorme échec. Échec très prévisible, mais énorme échec tout de même. Peut-être ils vont le ressortir en free-to-play, parce que rappelez-vous, le jeu vidéo sera présent dans la série Amazon qui sort en décembre. Donc peut-être ils sont en train de remodeler le jeu pour le sortir dans quelques mois, voire quelques années, en mode free-to-play. Du moment que les développeurs n'en souffrent pas, qu'ils soient pas licenciés, parce que oui, c'est dur de voir de une son travail n'aboutir à rien après 8 années de développement, et surtout ne même pas couvrir tes coûts les plus basiques, sans même parler des salaires, hein. C'est triste. Donc c'est triste pour Concorde, un peu mérité aussi, vu le jeu, mais c'est toujours triste pour les développeurs, et bon courage à eux, j'espère qu'ils vont s'en sortir et que leur studio va pas fermer ou qu'ils seront pas licenciés. No Man's Sky a encore sorti une mise à jour où tu peux faire de la pêche et tout, et en fait j'ai vu plein de gens dire que c'est très bien. No Man's Sky, ça fait 10 ans qu'il est soutenu avec des mises à jour gratuites depuis toujours, mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait, et les gens l'ont très bien dit, c'est une manière de tester leur prochain jeu. Donc ils testent plein de mécaniques dans No Man's Sky pour leur jeu qui va sortir bientôt, Light No Fire si je dis pas de bêtises, qui incorporera énormément d'éléments similaires. Donc en vrai c'est assez intelligent. Tu fais des mises à jour, les gens te kiffent parce que tu soutiens ton jeu depuis des années et en même temps tu prépares ton prochain jeu avec les mêmes mécaniques. Black Myth Wukong, c'est extrêmement bien vendu, plus de 18 millions d'unités vendues, c'est exceptionnel, plus de 850 millions en revenus pour un budget de 70 millions de $, c'est énormissime, mais attention, concernant le budget, 70 millions, c'est le budget d'un jeu en Chine, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire non mais comment ça se fait que Concorde ça coûte 3 fois plus cher, c'est en Californie, c'est pour ça. Les salaires des développeurs chinois n'ont rien à voir avec les salaires des développeurs californiens, je crois que c'est en Californie, peu importe, vous prenez n'importe quel studio, vous comprenez. C'est comme comparer des films indiens et américains, 70 millions en Inde, c'est peut-être 300 millions aux États-Unis, vous comprenez ce que je veux dire? Donc Black Myth Wukong qui coûte 70 millions, c'est un énorme budget pour un studio chinois. Content pour leur succès, je suis encore en train d'y jouer sur Twitch pour ceux qui me suivent sur Twitch. J'ai joué que 10 heures mais c'est pas mal pour l'instant. Ils préparent une grosse extension, donc ça c'est très cool. Et la moyenne de jeu est de 27 heures, ce qui est quand même assez impressionnant. Astrobot est le jeu le mieux noté de l'année, avec 94-95, ça alterne en ce moment sur Metacritic, ça sera sûrement le GOTY du coup. Je vais y jouer, franchement ça fait longtemps que je n'ai pas fait un platformer un peu mignon. Je le ferai aussi sur Twitch je pense, et j'en parlerai peut-être vite fait sur YouTube en vidéo bilan. Mais je suis assez content, et moi ce qui m'a un peu étonné c'est quand même ils sortent Astro World et en même temps chez Sony ils disent quoi? Nous n'avons pas assez de licences. J'ai pas encore joué à Astro World, mais j'ai vu un peu des extraits. Astro World, c'est pas genre un hommage à toutes tes licences, même celles que t'as pas utilisées depuis 20 ans. PlayStation, ils ont un cimetière de licences qui pourrait faire revenir Jack and Dexter. Il y a un moment, s'il vous plaît, vous avez une collection de licences gargantuesques. Pour les sorties de la semaine, Beetlejuice 2 qui sort donc ce mercredi. Il y a déjà eu des avant-premières, j'ai déjà vu le film, ma critique sort demain. Le film Boy Kills World arrive le 14 septembre en France sur Prime Video. C'est un énorme échec au box-office. Apparemment, le film n'est pas horrible, donc je le regarderai. On en parlera dans une vidéo bilan. Et comme je vous l'avais dit, vous avez aussi le film Inoxtag ce vendredi. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03 € par mois, plus 4 mois gratuits.
foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et suivez-moi sur tous mes réseaux pour voir le contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.